Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis une illustratrice, autrice d'albums jeunesse et bande dessinée pour jeunesse et ados, adultes. Puis je dessine beaucoup d'animaux, entre autres, et j'aime beaucoup la musique rock, pop des années 60. Bonjour Magali Lehuche. Bonjour. Et merci d'être là, effectivement, notamment dans le cadre de l'exposition Rock Pop Wiz à la Cité de la bande dessinée, où l'on découvre notamment des planches de Nowhere Girl consacrées à ton amour, on le sait, pour les Beatles, qui t'ont sauvé d'une forme de phobie scolaire. On va avoir l'occasion d'en parler. Tu as déjà publié, je regardais, plus d'une centaine de livres, beaucoup pour la jeunesse, dont les Paco, des livres musicaux forcément connus par les parents qui nous écoutent. Du coup, ma première question, elle est assez large, mais pourquoi, selon toi, la BD est finalement un bon médium pour parler de musique ? Alors dans mon cas, c'est parce que je fais pas de musique malheureusement et que mon truc c'est le dessin. Mais j'aurais tellement rêvé, je rêve d'ailleurs, je prends des cours de guitare mais je suis pas hyper bonne et ce que j'ai c'est plutôt le dessin. Enfin, c'est mon moyen de raconter les choses en fin de compte. Et j'imagine que les gens qui font de la musique, ils veulent raconter aussi des choses avec la musique, avec les chansons. C'est ce qui s'est un peu imposé à moi en fait, là où j'avais des facilités on va dire. En tout cas, c'était la technique qui m'allait en fait. Et le fait est, et je vois qu'on est énormément dans ce cas, c'est que je pense que ce qui m'inspire le plus et ce qui me fait le plus de plaisir, en fin de compte, comme forme d'art dans la vie, c'est la musique. Je me le dis tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc, j'essaye d'en faire des histoires, ou en tout cas de chercher comment raconter cette fascination que je peux avoir, parfois cette obnubilation, enfin, je sais pas comment on dit, pour la musique et pour l'histoire que ça représente aussi, certains groupes, certaines chansons, c'est ce que ça fait dans le corps, dans le cerveau, j'y pense vraiment tout le temps en fait, c'est vrai que c'est très important pour moi en fait. Et donc ça se traduit par ce dessin. Ça se traduit par le dessin et par la recherche de narration autour de comme la musique, qu'est-ce que la musique m'apporte et puis en effet, on va dire quand même des atmosphères, des couleurs. En l'occurrence pour les Paco, j'essaye de mettre des références aux musiques que j'aime pour que ça puisse faire et des clins d'œil aux parents et puis des références peut-être à retrouver plus tard pour les enfants quand ils rouvriront leur Paco. Enfin, c'est hyper important pour moi que ça soit pas gratuit. Enfin, que les Paco, par exemple, qui sont des livres pour les tout petits, parlent de choses qui me tiennent à cœur dans la musique. Alors, il y a autre chose qui te tient à cœur, ce sont les Beatles. Tout à fait. On a découvert ça avec Nowhere Girl, sorti il y a 2-3 ans maintenant aux éditions d'Argo, que je vais résumer assez simplement, mais la petite Magali a 12 ans, elle doit rentrer au collège, comme tous les enfants de cet âge-là, elle y va, et puis elle commence à découvrir un univers qui lui est un peu étranger, elle a ce mal de ventre le matin quand elle doit prendre ses affaires pour y retourner, et en fait très vite le diagnostic est posé, Magali, donc toi, souffre de phobie scolaire, sauf que très vite aussi, tu vas entendre une petite musique résonner dans la chambre de ta grande sœur, juste à côté de la tienne. Cette musique, c'est les Beatles. Et tu racontes dans ce livre comment les Beatles, alors c'est un peu un raccourci de dire t'ont sauvé de la phobie scolaire, mais quand même presque, comment les Beatles, en tout cas, t'ont aidé à t'en sortir, à penser à autre chose. Est-ce que tu te rappelles de ce moment précis où tu as découvert et entendu pour la première fois les Beatles ? Ah oui, je me rappelle vraiment très bien, parce que j'ai eu peur en fait. Cette musique m'a fait un petit peu peur. J'étais toute seule dans le salon et en fait, mes parents pouvaient passer des disques de leur chambre et la baffle était dans le salon et entre les deux il y avait un grand couloir. Donc j'étais seule et il y avait ce grand couloir et il passait. C'était l'anniversaire, je sais plus. Je pense qu'en 87 il y avait dû y avoir un anniversaire de l'album Sgt Pepper et ils l'avaient et donc ils ont passé Sgt Pepper et tout d'un coup j'ai entendu Good Morning, Good Morning. Et cette arrivée d'animaux, de chiens, il y a des coqs, il y a des trompettes, et puis ça arrive petit à petit. J'avais l'impression qu'ils étaient au bout du couloir et qu'ils arrivaient dans le salon en fait. Et en fait c'était une musique complètement étrange, mais comme il y a chez les Beatles cette espèce d'étrangeté qui noue un peu entre la bizarrerie et l'enfance.
Parce que là, clairement, il y a quelque chose d'un peu narratif qui fait écho à Alice au Pays des Merveilles. Et donc, forcément, ça me parlait. Et en même temps, il y avait une espèce de gaieté angoissante qui reflète bien l'enfance, en fin de compte. En tout cas, l'état dans lequel j'étais. Et en fait, au moment où, en effet, j'avais peur de quitter l'enfance, j'avais du mal à accepter que j'allais grandir et quitter l'enfance, et en même temps jouer marchait moins. Les Beatles m'apportaient comme une sorte de sortie de secours, parce que la fuite dans un monde parallèle et d'imagination et de possibilité de se représenter un monde parallèle était possible. Donc, j'ai un peu découvert la musique aussi grâce à ça, et ce que j'aime en musique et toute cette espèce de puissant fond qu'est la musique, quoi. Tu disais, c'est aussi, oui, effectivement, le reflet de plein de peurs de l'enfance à ce moment-là que tu retrouves dans cette musique. Complètement. Et en même temps, c'était aussi une façon de me défaire de l'enfance, parce que les Beatles, ils sont jeunes adultes, ils s'adressent pas aux enfants. Je voulais pouvoir avoir accès à cette musique qui était pas, parce qu'avant j'écoutais Richard Gottener, qui est génial, hein, j'adore Richard Gottener, et Dorothée, mais vraiment j'étais très fan de Richard Gottener. Mais donc c'était aussi un chanteur qui s'adressait aux enfants. Là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui était, c'était pas spécialement adressé aux enfants, et c'était tout un monde et toute une histoire, parce que moi je me suis vraiment intéressée à leur histoire, à la période dans laquelle ils sont arrivés, et donc ça m'a quand même aidé à grandir, et puis je les trouvais beaux en fait, et donc ça aide à grandir de trouver des garçons beaux qui sont grands. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai eu cette phobie scolaire en 6e, et j'ai commencé à être mal bien avant, en primaire, parce que je comprenais rien à l'école, en fait. Je comprenais pas ce que je lisais. J'arrivais à lire sans comprendre. Enfin, je déchiffrais. J'avais l'impression que tout le monde comprenait sans moi. Enfin, et j'avais une pression qui s'est installée doucement mais sûrement en CE2, CM1, CM2. La 6e, ça a été l'espèce de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en fait, en y repensant, les Beatles, où il y avait finalement pas de grammaire française, je comprenais pas leurs paroles, je parlais pas anglais. C'était une espèce de possibilité de comprendre un langage qui me semblait s'adresser qu'à moi, et un langage juste sonore et invisible. Donc ça allait complètement dans le sens de cette pression, de ce malaise. C'était une bonne fuite, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est quand tu commences cette bande dessinée sur les Beatles, tu fais une bande dessinée sur les Beatles, tu penses pas à la phobie scolaire. Ah oui. Et c'est après que vient ce thème, finalement, plus tu en parles et plus tu découvres ton lien avec eux, que tu décides de traiter ce sujet-là. Ah oui, alors puis surtout que ce sujet là, sur mon malaise à l'école, cette période que j'ai vécue, là, que je raconte, en fait, je la racontais jamais. Et quand j'ai voulu faire une bande dessinée sur les Beatles, mais j'ai même pas pensé à raconter ma phobie scolaire. Je voulais raconter cette espèce de folie que j'avais, enfin cette obstination un peu drôle, un peu comique quand je le racontais à mes amis, que j'avais avec les Beatles, parce que voilà, le coup de balancer les petits papiers par la fenêtre, faire un tampon dans mes Clarks pour qu'on mette Beatles, que j'avais peur qu'on les oublie, et puis parce que ça m'est resté. Enfin, je veux dire, quand j'écoute les Beatles, je suis encore transportée. Enfin, ça ne me quitte pas, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours un vrai amour. Je découvre toujours des nouveaux trucs. Enfin, je suis toujours très très obstinée avec les Beatles. Donc voilà. Et donc je voulais, en fait, plus j'écoutais les Beatles, plus j'écoutais de la musique, plus je me disais, il faut que je raconte comme j'aime les Beatles, il faut que je fasse une BD pour raconter ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je voulais faire une BD où je raconte comme j'aimais les Beatles, parce que j'avais peur qu'on les oublie. Je voulais raconter ça. Et en fait, voilà, c'est en parlant avec mon éditrice, Pauline Mermet, je racontais tout ça, et en parlant du contexte, c'était évident qu'il fallait que je raconte ce qui est le fond du sujet, et de pourquoi je me suis autant attachée à eux. C'était que, voilà, c'était ce malaise, et de l'école, et du changement, quitter l'enfance, le début de l'adolescence, c'est là où on n'est pas ado, pas enfant, on est nowhere land, quoi. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'au départ, les planches de ta bande dessinée sont plutôt sombres, dans des teintes de noir et blanc, et la couleur vient avec la musique et avec les Beatles. C'est aussi une manière que tu as trouvé justement de raconter la musique et de représenter la musique en bande dessinée. Alors, je me suis pas mal posé de questions, parce que je voulais pas, je voulais faire évoquer le monde parallèle qui était très important pour moi.
comme il est encore important aujourd'hui, hein, quand j'écoute de la musique, j'ai vraiment l'impression de pouvoir être dans une sorte de monde sensoriel, parallèle. Et donc je me suis dit, je voulais dès le départ qu'il y ait ce contraste entre le réel et les images waouh, quoi. On s'était finalement avec Pauline, on s'est dit c'est les images waouh. Il faut vraiment que ce soit des images qui fassent penser à cette espèce de monde parallèle rassurant. Et je voulais pas qu'il y ait des références connues des Beatles. Au début, je me suis posé la question, j'ai essayé des trucs où vraiment on reconnaît le clip de Strawberry Fields Forever ou le clip de I'm the Walrus, où on voit voilà, des petites références que les connaisseurs pourraient retrouver. Après, je me suis dit, non, il faut que j'arrive à trouver comment, moi, quand je connaissais absolument pas le monde des Beatles, qu'est-ce que ça m'évoquait comme image et dans quel monde j'étais. Et en fait, finalement, c'est vrai que j'ai tout de suite voulu représenter un peu, faire référence à Alice au Pays des Merveilles, que John Lennon aimait énormément, et qui est le nonsense anglais. Et moi, j'adorais aussi Alice au Pays des Merveilles. Je regardais beaucoup le dessin animé, ça me parlait beaucoup, parce que c'était vraiment cette possibilité de lier avec la pensée magique qu'on cherche encore quand on est enfant, et en même temps d'utiliser toujours les mêmes couleurs, mais de voir qu'avec ce peu de couleurs, qu'est-ce que je peux faire. Une couleur représente chaque Beatles. Et voilà, et j'ai réécouté beaucoup les musiques pendant que je faisais la BD pour voir au fond, quelle représentation je me fais de cette chanson, de cette période, de cet album, et de moi l'écoutant. Donc j'ai essayé des trucs, après des postures d'ado, je me suis dit, il faut que je joue là-dessus, parce que vraiment, voilà, comment je la ressens, cette musique, quand je l'écoute et quand je l'écoutais. Voilà, c'est vraiment des questions de comment représenter la musique en BD, et ça peut être hyper raté aussi, donc c'est pas évident. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, la musique est un refuge. Est-ce que le dessin était aussi un refuge ? Et est-ce qu'il était un refuge avant même Oui. Ah bah alors, et je me posais même pas la question, parce que c'était très naturel pour moi de dessiner, mais je pense que ça me rassurait de dessiner. Et ce qui me rassurait dans le dessin, c'est que je pouvais imaginer des personnages, me raconter des histoires. J'ai passé énormément de temps à dessiner avec et je créais des petits univers. Donc c'était aussi une façon de contrôler une sorte de monde parallèle, hein. Donc j'aimais énormément ça, et puis en plus j'avais l'impression que j'étais pas mauvaise pour ça, puisque j'étais pas hyper bonne à l'école, au moins avec le dessin. J'avais un peu des copains, enfin, j'avais des amis, hein, mais et puis j'étais pas non plus hyper bonne dessinatrice, hein. D'ailleurs je suis toujours pas une très bonne technicienne du dessin, enfin genre j'adore ça, j'adore dessiner, on trouve des astuces, on trouve des façons de représenter à sa façon, mais en tout cas j'ai passé, c'était vraiment une façon de me réfugier dans un monde parallèle que de dessiner. Et alors dessiner en musique, c'est l'idéal, quoi. Et tu suivais des cours de peinture, enfant ? Oui. Avec une certaine Edith, je crois. Exact. Je l'ai bien, elle est là. Alors ma vache, oh non, Edith Grune, complètement. Ah ouais, Edith, c'était ma prof de dessin. J'ai commencé les cours de peinture et de dessin, mais vraiment hyper petite, parce que ma sœur était dans ce cours jusqu'au bac, en fait. Parce que après, je pense qu'elle n'était pas hyper pour que je fasse la prépa, les arts déco. Elle avait quelque chose un peu vieille école, hyper classique. Elle aurait aimé que je continue la peinture à l'huile et puis les natures mortes. Mais ceci dit, ça m'a vachement plu, aidé. C'est vraiment le cours que j'ai jamais arrêté, quoi. J'ai essayé plein de trucs, mais le dessin, en fait, j'ai l'impression que très vite, je me suis dit, le dessin, c'est à moi. C'est mon truc. Ça rassure de se dire j'ai quand même quelque chose, quoi. Ça, je suis pas bonne en orthographe, il y a plein de trucs où je suis pas très bonne, mais le dessin, et puis j'aimais la danse aussi, ce qui est lié, hein, avec la musique. Il y a vraiment la musique, la danse, le dessin, c'est trois choses qui me font hyper plaisir et qui vont ensemble, parce que quand on dessine, le corps, il est hyper important. Moi, j'y pense tout le temps. Je suis tout le temps en train de faire des postures, d'essayer de trouver quelle posture pour raconter quoi. Enfin, donc oui, j'ai fait des cours de peinture et de dessin pendant toute ma scolarité jusqu'au bac, et après j'ai fait des études de dessin autres. Justement, à quel moment tu commences à envisager l'éventualité d'en faire ton métier ? Alors, je pense hyper tôt. Alors, ceci dit, avant, le dessin, c'était quand même quelque chose qui ne partirait jamais. J'ai toujours dessiné. Mais il y a un moment où aussi j'ai fait des cours de théâtre, et j'avais une colo. J'ai commencé une colo qui s'appelait Holo,
Et alors ça, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Je pense que c'est des meilleurs souvenirs de mon adolescence, ces colos, où on partait de choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. On partait en trafic dans les pays de l'Est, on était en tracteur dans le Morvan, on partait 3 semaines, on faisait un spectacle. Pendant 1 semaine, on préparait le spectacle et après, on allait le jouer dans les villages. C'était génial, cette espèce d'impression d'autonomie, de créer ensemble un spectacle. On imaginait une petite histoire. Donc forcément, c'était en plus génial parce qu'il y avait des garçons et que moi j'étais très très facilement un peu amoureuse. Enfin bref, c'était super. Et donc j'ai un moment où le spectacle me plaisait. J'adorais aller au spectacle, voir des spectacles. Imagine, je faisais énormément de spectacles dans ma chambre avec mes cousines, avec mes copines. On préparait, mais très très souvent, hein, dès qu'il y avait des copains de mes parents à la maison, hop, on faisait un petit spectacle, on appelait, on menait des petits bancs. Et finalement, le dessin, la BD ou l'album jeunesse, hein, je retrouve ce goût du spectacle. C'est un petit spectacle en 2D. On fait vraiment un spectacle. On ouvre le livre. Enfin, pour moi, je le conçois complètement comme ça. Et donc, j'ai fait des cours de théâtre aussi. Alors, le problème, c'est que quand même, je pense que je suis très traqueuse. Et puis, je suis pas forcément à l'aise quand plein de gens me regardent. Il faut quand même aimer être regardé, quoi. Donc, c'est pas mon truc. Je pense que je suis plus à l'aise toute seule dans mon petit monde de musique. Et après, je donne le livre et les gens font ce qu'ils veulent avec. Et ça me convient. Mais il y a quand même ce rapport au spectacle qui était hyper important. Et je pense que pendant longtemps, j'ai voulu faire... Je me suis vraiment posé la question. Je voulais faire du spectacle. En fait, je voulais faire de la scène. Enfin, imaginer des histoires sur scène, me déguiser. Mais finalement, c'est ce que je fais quand je fais de la BD. J'ai l'impression que je fais 12 personnages à la fois. Vraiment, il y a ce rapport aux personnages, à la psychologie des personnages. Essayer de vraiment être au plus proche, les bons costumes, la bonne lumière, les bons dialogues. Enfin, ce rapport à la mise en scène, il est quand même complètement lié au théâtre et au spectacle. 18 ans, les Arts Déco de Strasbourg 20 ans même. 20 ans. Parce que j'ai fait une année de DUG à la fac d'art plastique de Saint-Charles à Paris. Et puis après, j'ai fait l'atelier de Sèvres une année. Et après, j'ai été prise aux Arts Déco à Strasbourg en 1999. Et je suis restée 5 ans là-bas. Et c'était aussi des 5 années vraiment super. J'ai des super souvenirs. C'était génial. Et c'est là que se fait la transition directement vers l'illustration jeunesse, puisque à Jean-Michel Le Carré-Bou, la série Non, après les Paco. Je pense que déjà au lycée, j'avais envie de faire des albums jeunesse. J'ai eu un petit moment où j'avais envie de faire du film d'animation. Je me rappelle avec ma grande copine du lycée, Olivia, on s'était dit on va faire des films d'animation. On s'était même fait une sorte de petit atelier chez elle ou chez moi, quand on s'était mis dans une espèce de condition de... Et puis je sais que cette amie aimait beaucoup les albums jeunesse. C'est un peu elle qui m'a commencé à me montrer un peu ce plaisir de l'album jeunesse. Et en fait, c'est vrai que dans un album jeunesse, c'est une source d'énorme liberté pour les dessinateurs. Donc, au niveau du texte, au niveau du dessin, au niveau du cadrage, au niveau de la technique. Enfin, j'ai très vite été attirée par la littérature jeunesse. Puis parce que mon lien à l'enfance étant ce qu'il est, très fort, peut-être c'était une évidence qu'il fallait que je en fasse quelque chose, en tout cas. C'est quand même génial de pouvoir y croire ensemble. Mais je sais quand je rencontre des enfants, à chaque fois, ça me remplit de joie vraiment parce que je sais pourquoi j'ai envie de continuer à faire ce métier, quoi. On parle bande dessinée et musique, puisqu'il y a cette expo en ce moment à la Cité, Rock Pop Wiz. Paco, il naît comment ? Alors Paco, c'est au départ une commande de Gallimard Jeunesse. C'est Claire Babin, mon éditrice, qui m'a appelée tout simplement pour me... C'est marrant parce que je pense qu'elle savait pas l'attachement et l'amour que j'avais pour la musique. Donc c'est un heureux hasard, les espèces d'étoiles alignées là, comme ça. Et elle m'a appelée un jour pour me proposer d'inventer un personnage qui ferait découvrir des instruments de musique dans des livres musicaux avec des puces. Donc il y avait le premier, c'était l'orchestre et la fanfare. Évidemment, tout de suite, on avait déjà fait un petit livre ensemble, un petit livre CD, et c'était mon premier, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était avec Dominique A. Il avait chanté une petite chanson et moi j'avais illustré, c'était toute une série avec des chanteurs français. Bon, ça n'a pas vraiment marché, les CD, ça ne marchait plus trop déjà. Et donc, c'était en 2013, il me semble, ou 2014, elle m'a proposé de faire cette série avec un système de son qui était plus élaboré. Ils avaient un peu évolué leur système de puces et de sons.
Et forcément, moi, je me suis dit, la musique, je serais tellement heureuse de pouvoir transmettre ça dans les albums jeunesse et de participer, en tout cas, à la découverte musicale. Ça a tout de suite eu du sens, quoi. Et puis, ce qui est génial, c'est que ça évolue dans des styles de musique, moi, qui me plaisent énormément, quoi. Le hip-hop, le reggae. Là, je viens de finir le blues, le rock. C'est hyper stimulant et enthousiasmant. Et quel moment, justement, on va pas détailler tous les titres jeunesse, il y en a tellement, mais à quel moment tu décides aussi d'avoir cette envie de faire de la bande dessinée? Eh bien, alors déjà, comme j'adore la bande dessinée, je pense que je mets la barre était un peu haute. Je me disais que j'arriverais jamais à faire de la BD. Donc la première BD adulte, on va dire, c'est grâce à Gwendoline Resson, avec qui j'ai fait les Mères Anonymes et à la recherche du nouveau père chez Dargaud, avec Pauline. Déjà, c'était notre première fois qu'on travaillait ensemble. En fait, c'est Gwendoline qui m'a dit « Mais tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait de la BD ?» Et je lui dis « Bah, moi !» Et sans savoir. En plus, le thème, c'était... Moi, je venais d'avoir un bébé, et puis c'était il y a longtemps. Et donc, c'était vraiment sur la difficulté à devenir mère, en fait, en se sentir aussi mère dans cette société. Elle, c'était une mère célibataire, donc elle racontait un peu son parcours. Le sujet me plaisait, et je pense que j'avais un espèce de fantasme à un jour faire de la bande dessinée, parce que pouvoir raconter, faire tout un spectacle entier avec juste des personnages et des dialogues, ça, je pense que c'est... Je le vois aujourd'hui, c'est ça, hyper enthousiasmant. C'est quelque chose que je trouve très, très... c'est un travail énorme, la bande dessinée. C'est quand même un peu zinzin, hein, mais ça rend un peu autiste, mais c'est génial. T'as un nouveau projet bande dessinée ? Oui. Alors, j'en ai 2. En l'occurrence, là, je suis en train d'adapter Les Petites Reines en bande dessinée, qui est un roman de Clémentine Beauvais, que j'ai adoré ce roman. Donc c'est un roman qui a été publié chez Sarbacane, et donc que j'adapte en BD chez Sarbacane. Donc l'histoire de 3 jeunes ados qui sont victimes d'un concours, malgré elles, concours des boudins sur les réseaux sociaux, et qui décident de prendre le contre-pied de ce concours et de partir en vélo vendre des boudins sur la route pour aller cracher la garden party à l'Élysée. Et en parallèle, je voudrais raconter une sorte de suite de Nowhere Girl, sauf que là, je me suis complètement pris de passion pour Joe Strummer, qui m'a aidé à traverser une période de problèmes de santé assez graves que j'ai eu. Quand j'ai fait ma bande dessinée Nowhere Girl, j'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein. J'ai ressenti le besoin d'écouter, de m'intéresser au punk. Je me suis sentie proche de ce mouvement, en fait. J'ai l'impression que ça m'a permis de me sentir légitime dans une sorte de féminité qui n'était pas du tout dans les codes de ce qu'on nous montre dans la société. Et cette énergie aussi qu'a Joe Strummer, qui est une espèce d'énergie vitale, guerrière, mais qui va vraiment de l'avant, qui est une sorte d'espoir d'un futur meilleur, on va dire, dans le moment où quand même, tout d'un coup, l'idée de ne plus exister s'impose du jour au lendemain. Ça a été vraiment... C'est marrant, c'est quand même bizarre, pourquoi je me suis jamais intéressée à Joe Strummer avant, alors que je m'intéresse à toutes les musiques, et là, tout d'un coup, je ne pouvais plus me passer de lui. Donc, je suis en train de travailler aussi sur un groupe de femmes qui pourraient se sentir un peu punk, comme ça. Les punkassins. Les punkassins. C'était un beau mot de conclusion. En attendant, j'encourage vraiment ceux qui nous écoutent à lire Nowhere Girl et le reste, évidemment, mais aussi à venir à la Cité, découvrir les planches originales de Nowhere Girl dans Rock Pop Wiz. C'est le moment, Magali Lehuche, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête ? Oui. La première BD que tu as lue ? La première BD, celle dont je me souviens, c'est Tom Tom et Nana, parce que je ne pouvais pas me passer de Tom Tom et Nana. J'attendais J'aime lire. D'abord, je lisais Tom Tom et Nana. Et alors, quand il y a eu les recueils des Tom Tom et Nana, alors là, j'étais hyper fan de Tom Tom et Nana. La meilleure BD de tous les temps, selon toi ? Oh la vache, hein, c'est hyper dur. Hein. La meilleure BD de tous les temps ? Non, mais de tous les temps, parce qu'il y a des BD qui m'ont vraiment marqué. Tu vois, les albums, je sais pas, Rosalie Bloom, par exemple. Je sais pas si c'est la meilleure BD de tous les temps, mais elle m'a extrêmement émue. Voilà. Alors, Rosalie Bloom et Camille Jourdi me touchent énormément. Et j'ai envie d'y retourner. Mais tout comme, par exemple, là, j'ai relu Sacha de Charles Berberian, qui n'est pas si connu, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je suis fascinée par le dessin de Charles Berberian. Et ça me touche énormément, comme il arrive à raconter la vie de ces personnages-là, avec un dessin qui a l'air tellement
naturel, extrêmement bien dessiné, mais on a l'impression que c'est évident et simple. C'est extrêmement touchant. Enfin, ça me touche énormément. Et puis... C'est une BD. Hein. Ah, pardon. C'est dur. La plus belle couverture de bande dessinée. Et ben, la plus belle couverture de bande dessinée, quand même, Crumb, il est pas mal. Hein. Je dois dire que je pourrais passer des heures à regarder une couverture de BD de Crumb. La plus belle case de bande dessinée. Bah, c'est certainement une case dans Sacha de Charles Berberian. Ou de Anne Simon dans Boris Enfant Patate. Tu triches ? Oui. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer ? Bah, non. Bah, j'aimais les Boules et Bill quand j'étais petite, mais après, ça m'ennuie un peu maintenant quand même quand je les relis. Mais j'ai pas vraiment de honte, non. Quel est ton personnage de BD préféré ? Bah, je pense que je peux peut-être reparler Tom Tom et Nana, parce que je pense que sans Tom Tom et Nana, peut-être que j'aurais pas forcément non plus eu envie de faire des livres pour enfants. Et donc vraiment, ces deux personnages, ils m'ont complètement accompagnée toute mon enfance et après. Ton super-héros préféré ? Ah, alors mon super-héros préféré... C'est dur ces questions, c'est horrible. J'adore Pascal Brutal, mais c'est pas un super-héros. Bah, Pascal Brutal. Et bon, il est pas très cool, bah, mais il me fait tellement délirer. Tu dessines dans lequel, moi, en musique ? Non, alors, ça dépend. Quand j'écris, c'est difficile pour moi d'écrire autrement que dans le silence. Mais quand même, parfois, la musique peut m'inspirer. Souvent, je vais marcher en écoutant de la musique et je réfléchis beaucoup. Parce que quand même, c'est marrant, dans ce métier, il y a quand même un longtemps de réflexion. On a l'impression qu'on fait rien. En fait, on bosse énormément. Et donc, moi, j'ai une espèce de long temps comme ça où j'ai besoin d'aller marcher pour bosser dans ma tête en écoutant de la musique. Et après, quand je dois aller vraiment à ma table pour essayer de me souvenir, j'ai besoin un peu du silence. Mais sinon, quand je fais des mises au propre ou même les crayons, j'écoute de la musique tout le temps, en fait, hein, quand même. Couleur ou noir et blanc ? Oh, ça dépend de comment la couleur est faite. Il y a des albums en couleur qui sont incroyables. J'ai la BD c'est Jérémy Moreau, les Paisley. Les Paisley, c'est en couleur... J'ai du mal à comprendre tellement je comprends pas comment c'est possible que ça soit bien comme ça. Et puis souvent, là, quand je vois, encore une fois, Berberian ou Anne Simon, comment elle met ses couleurs, et c'est une façon de mettre en couleur aussi, où il en faut peu, où on comprenne. Je suis assez fascinée par les mises en couleur réussies. Je trouve ça hyper difficile. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Alors... Vous les connaissez tous. Je parlais de mes copines d'atelier, mais Claude K, que je trouve hyper douée, et je trouve qu'elle a un vrai potentiel de dessin et de narration. Voilà, comme on travaille dans le même atelier, je suis assez admirative je lui pose souvent beaucoup de questions justement sur sa façon d'aborder le dessin, la BD, les cases, la couleur. Voilà, Claude K. Merci, c'est terminé, Magali Lehuche. Merci. Merci d'avoir participé à cette séance de torture. Non, c'est moi qui vous remercie. J'aurai plein d'idées dans 1 heure. J'aurai toutes les réponses dans 1 heure. Et on lit pour les plus petits, Paco, Jean-Michel et compagnie, pour les plus grands, notamment Nowhere Girl. Et on vient à la cité découvrir les planches de Nowhere Girl dans l'exposition Rock Pop Wiz. Merci beaucoup, Magali Lehuche. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.